En 1623, à Rouen dans une démée de pierre blanche. Pourquoi un enfant? À peine né entend-il déjà le grincement sourd des roues du cosmos arithmétique. Envisionnez-vous, noble lecteur, déambulant dans les venelles étroites de Rouen en cet été pluvieux de 1623, où l'haleine saumure de la Seine se lie à celle du pain au levain cuit sur braise, et où les carillons de la cathédrale Notre-Dame résonnent un appel vespéral, miroir des dévotions du grand siècle. Les murs à pans de bois ploinent sous l'averse normande. Et voilà, dans une résidence aisée du quartier des Carmes, un vagissement strident perce les ténèbres. Blaise Pascal voit le jour, troisième progéniture d'Étienne Pascal, géomètre et intendant des gabelles royales, et d'Antoinette Bégon, descendante de bourgeois auvergnats. Le zéphyr fluvial s'insinue aux persiennes closes, tel un augure des bourrasques savantes à venir. Blaise croit à l'abri du père, veuf dès 1620. Sa mère foudroyée à 39 ans par une fièvre fulgurante, creusant un abîme que les algarismes seuls penseront. Étienne, ascète janséniste avant la lettre, éduque ses enfants hors des grimoires pédants. À 8 lustres, Blaise démontre le théorème des angles circonscrits, ciselé sur une tablette d'ardoise, sous la clarté blême d'une croisée à vitraux. « Mon enfant », articule Étienne d'un timbre solennel. Comme le roulement d'un canon lointain, les quantités sont les engrenages de l'univers providentiel. Assimile-les sans empressement, car le Seigneur les a ourlés dans l'ombre. L'arôme d'encre et de vélin imprègne l'alcôve aux solives encrassées de suie, où le jeune Blaise, prunelles ardentes, esquisse des hexagones dans la sueur, dédaignant les ébats juvéniles pour les arcanes numériques. À Rouen, métropole normande sous Louis XIII, l'existence d'Étienne est un calvaire douanier. Promu intendant des taxes sur le sel en 1639, il affronte des tomes interminables, où livres, sous et deniers s'entrelacent en radix impénétrables. 20 pour les livres, 12 pour les sous. Les veillées domestiques, baignées dans la lueur clignotante de chandelles de suif, vibrent du raclement des calames sur le parchemin. Un bruit obsédant tel le balancier d'une clepsydre occulte. Blaise, enrôlé à 12 printemps pour seconder son père, perçoit l'usure ronger les traits d'Étienne. « Père », chuchote-t-il un soir d'hiver, où la gelée mordille les carreaux opalins. Pourquoi ces algèbres nous faire-elles ainsi? Étienne, silhouette courbée près du foyer crépitant, réplique « Car elles sont l'harmonie du monde, mon rejeton, mais une harmonie précaire que l'humain doit assujettir. » C'est en cette forge secrète de l'intellect que bourgeonne la semence de l'artefact. Non un divertissement, mais un affranchisseur. Un engin d'argent et de bronze bravant la vanité mortelle. En 1641, Étienne est élevé à la surintendance des droits de Normandie, gonflant les volumes à disséquer. Des rubriques de symboles serpentant sur des feuillets sépia, sous la flamme vacillante d'une mèche à huile. Blaise, 16 ans, contemple, obsédé par les apparitions de pignons rotatifs, suscités par les automates de la cathédrale, explorés en cachette, grinçant d'une mélopée ferreuse envoûtante. « Je cisellerai un outil », confie-t-il à sa sœur Gilberte dans le clair-obscur du verger ancestral, où l'effluve de sol détrempé s'élève post-pluie, qui cumulera sans défaillance à l'image de la Providence. Étienne, dubitatif mais touché, octroie les ressources. Orfèvre et horloger rouenaient son mandé, leurs officines saturées de l'haleine piquante du métal en fusion et du soufre des épreuves. Blaise, intransigeant dans la quête, œuvrant aux nuits entières, ses phalanges maculées de noirceur, éprouve des esquisses primitives sur des pupitres instables.
Le premier, en 1642, n'est qu'une ébauche. 6 pignons denticulés pour les unités au million, mus par des manettes d'ivoire lustrées. Mais les trains d'engrenage dérapent, niant la cascade des reports, ce fléau des radix hybrides gauloises. Envisionnez-vous, à présent, Blaise dans l'officine souterraine, sous les fermes vermoulues, où la averse fouette les ardoises, tels ongles empressés, et où une unique cire projette des silhouettes valsantes sur des croquis chiffonnés. Il déconstruit, recompose, invectivant en latin sous le fax de l'insuccès. Ses pignons, il se rebelle comme l'esprit à la miséricorde. Étienne, averti par les vacarmes nocturnes, gravit l'escalier gémissant. « Achève, mon enfant !» Richelieu lui-même loue les automates bataves. Stimulé, Blaise raffine. En 1643, le modèle à 8 pignons surgit, apte à sommer jusqu'aux myriades, avec un sautre-port, ce levier astucieux transmettant les reports par pesanteur sans friction entre les couronnes. La laine de lubrifiant horloger charge l'atmosphère, voilant presque celle de la cire liquéfiée. Un essai victorieux, 123 plus, 456, 579. Les symboles s'alignant d'un cliquetis exact, tel un vœu concrétisé. Mais le prodige traîne sa malédiction. À 19 ans, Blaise expose la Pascaline au chancelier Pierre Séguier en 1645, via un libelle voué, avis nécessaire, dépeignant ses mérites sous la plume ciselée d'un lettré. Louis XIV octroie un privilège en 1649, exclusivité sur les appareils numériques, mais la fabrication languit. Rivaux jaloux imitent des variantes grossières, et le prix, 100 à 500 livres par unité, en fait un caprice aristocratique, non un auxiliaire douanier. Étienne, promu à Paris en 1646 par les frères Mersenne, conduit Blaise en capitale, où les assemblées érudites bruisent de controverses sur le néant et l'éternité. Néanmoins, les pignons obsèdent. 50 ébauches naissent à Rouen, mais 20 seulement sont achevées, distribuées à des bienfaiteurs, le prince de Condé, la reine Christine de Suède. L'une, cédée à Séguier, domine son étude. Sous globe, mais déjà des chuchotements. Où s'est volatilisé celui du receveur claircelier. Envisionnez-vous Blaise, rentré à Rouen pour un ébauche terminale, foulant les berges embrumées de la Seine au déclin solaire, la laine de varech frais exhalant des étals, tandis que les cloches du soir carillonnent lavées. Il étreint une pascaline sous son manteau, son mas tel un fardeau sacré. Mais ce n'est que l'aurore, car sous peu, les ténèbres de la cour et de la dévotion noieront ses couronnes d'argent. Et si une de ces mécaniques, dissipée dans les dossers oubliés, résumait un pacte sombre avec l'arithmétique infernale, dans l'officine souterraine de Rouen, 1642, les couronnes d'argent grinçant sous les phalanges d'un juvénile. Pourquoi cette Pascaline, issue de la douleur douanière, arborait déjà les marques de l'évanescence? Envisionnez-vous, lecteurs sagaces, recluse dans les mansardes exiguës d'une résidence rouennaise en cet automne frisquet de 1642, où la averse normande martèle les tuiles tel un rappel perpétuel du labeur, et où la laine de suie et d'huile de lin émane des instruments disséminés sur une table patinée. Une mèche suspendue oscille, diffusant des éclats ferreux sur les parois chaulées, tandis que le tic-tac d'une pendule adjacente mesure les épreuves solitaires de Blaise Pascal, 19 ans, forme élancée inclinée sur son œuvre. Étienne Pascal, intendant des gabelles depuis 1639, affronte un déluge de grimoires, des paquets de parchemins sépia, entassés dans son étude aux boiseries obscures, où l'atmosphère est saturée de la laine de cire, des sceaux impériaux et de l'humidité fluviale voisine.
Chaque crépuscule, post-repas ascétique, mi-grise et vin dilué, il somme Blaise. Mon rejeton expose-t-il d'un timbre exténué, comme le froissement d'un folio usé, totalise ses liards pour les selles de Cain. 20 livres par livre, 12 sous par livre. L'erreur nous anéantit. Blaise, orbite ombrée par les insomnies, trace les colonnes au calame doigt, le raclement inlassable tel un tourment éternel. Inspiré par les andromédaires des horlogers rénants, visités en songe, grinçant d'une symphonie mécanique, il conçoit l'ébauche initiale, une cassette de noyer incrustée d'argent, 6 couronnes dentelées pour les unités aux myriades, mues par des manettes d'ivoire vernissées. « Père », proclame-t-il un matin de brume, où le voile lactescent drape la cathédrale tel linceul. Cette mécanique cumulera sans déroute, affranchissant l'intellect pour des quêtes sublimes. L'officine, encastrée sous les chevrons poudreux, se mue en sanctuaire. Étienne recrute un orfèvre indigène, maître Duval, dont les maillets retentissent tel tonnerre assourdi, et un ciseleur pour les couronnes, 30 dents par couronne, gravées d'une acuité joaillière. Blaise supervise, intransigeant dans la poursuite. Le sautreport, ce levier oscillant par pesanteur, transmet les reports sans usure, contrecarrant les obstructions mortelles. Mais les radix gauloises trahissent, pour les livres, radix 20, les couronnes médianes glissent, déniant la mutation au denier, radix 12. Maudit symbole, s'écrie Blaise une nuit, où le zéphyr ulule au conduit, tel cœur des réprouvés, projetant un ébauche fracturé aux flammes, brasier dévorant le bois, arôme de résine carbonisée saturant l'espace. Étienne, alarmé par le tumulte, escalade l'escalier craquant. Persiste, mon enfant. Richelieu vante les automates néerlandais. Galvanisé, Blaise innove. Un modèle à 10 couronnes pour le négoce universel. Éprouvé sur des berlines brinque-ballantes, le cliquetis des trains survivant aux fondrières, attestant sa solidité. En 1643, la seconde ébauche émerge, plus exquise. Incrustation d'émail pour les cadrans, manette capitonnée de cuir pour l'appréhension. Exposée à des tabellions rouennais, elle suscite l'émoi. Une prodigalité, s'extasie l'un, sous l'éclat cru d'une taverne, aux solives enfumées, où la laine de bière acide se mêle à celle du tabac. Mais les récriminations fusent, trop délicates pour les volumes massifs, et les rivaux, envieux, susurrent de plagiat. Blaise, indigné, rédige une requête au monarque. En 1645, le libelle avis nécessaire circule à Paris, voué au chancelier Séguier, dépeignant la mécanique comme un balancier ordonné, sans calame ni jeton. La laine d'imprimerie récente, encre et papier filigrané, imprègne les salons du Louvre, où des courtisans, sous les chandeliers de cristal étincelant, manipulent les couronnes d'un exemplaire cédé. Louis XIV, adolescent oint, concède un privilège en 1649. Exclusivité sur les calculateurs, châtiant les imitateurs de geôle ou d'amande. Toutefois, la fabrication s'essouffle. 50 ébauches naissent entre 1642 et 1645. Mais les dépenses, argent vierge pour les couronnes, bronze pour les socles, rebutent les acquéreurs. Blaise voyage à Paris en 1646, intronisé par Mersenne dans les cénacles doctes. Descartes le brocarde en épître. Votre mécanique numère l'or, non l'essence. La laine de vin et de tabac des cénacles masque l'appréhension croissante. Étienne, mutilé à la cuisse en 1646 lors d'une échauffourée douanière, gît alité, contraignant Blaise à rater. Un modèle à 12 couronnes pour les arpents normands est ciselé. Couronne en radix 6 pour les toises,
testé sous l'astre pâle, filtrant aux auvents, son cliquetis tel un exorcisme. Offert à la reine Christine de Suède en 1650, il franchit les mers en caisse rembourrée. Mais des rumeurs, un autre voué au trésorier royal, s'égare en poste. Envisionnez-vous Blaise, solitaire à l'aurore dans l'officine, latte gémissant sous ses foulées massives, une mèche suintant sur un croquis inachevé. Et la fulgurance. Pour dompter les quantités, il faudra braver les mortels. Mais quand les rivaux envieux commenceront à plagier les couronnes, une affaire scandaleuse royale se profilera-t-elle? À Paris, 1649 dans les galeries du Louvre. Un parchemin scellé décide le sort de la Pascaline. Pourquoi cette mécanique, gardée par le roi, initie-t-elle déjà son évasion, tel un rêve fugace? Envisionnez-vous dans les corridors boissés du Louvre en ce printemps radieux de 1649, où l'haleine de senteurs vénitiennes se fond à celle du parquet lustré, et où les éclats de rire des courtisans claquent telle ferraille dans les joutes oratoires. Blaise Pascal, 26 ans, forme svelte en juste au corps sombre, démontre une pascaline au jeune Louis XIV sous le regard du chancelier Séguier. Les couronnes pivotent d'un cliquetis exact, sommant des milliers en un tour de manette, à l'éclat des appliques d'or miroitant sur l'argent ciselé. Le privilège monarchique, estampé sur vélin orné du sceau de cire écarlate, confère à Blaise la prérogative. Nul ouvrier ne pourra ciseler de calculateur sans son consentement, sous sanction d'amende ou de cachot. Majesté, supplie Blaise lors d'une entrevue tendue où le froissement des satins des atours nobles ponctue le vide. Ces couronnes sont mon esprit en bronze. Préservez-les des phalanges impudiques. Louis XIV, 14 ans, incline la tête, captivé par ce prodige normand intronisé par Mersenne. La laine d'encens des oratoires royaux charge le palais, rappelant que l'artefact n'est pas que numérique. Il raille l'harmonie céleste des quantités, miroir aux pensées embryonnaires de Blaise. Étienne, rétabli de sa plaie, irradie. Mon enfant, c'est l'élévation de notre sang. Mais à Rouen, les pénombres s'étirent. Des imitations grossières pullulent chez les changeurs, couronnes mal dentées glissant sur les reports, suscitant des clameurs. Blaise, outré, engage des poursuites. En 1650, un horloger francilien est condamné. Mais le tort est commis, renommée souillée, écoulement dégringolé. Les unités se disséminent. Une au Monseigneur de Poussier, receveur de l'épargne, dominant son étude aux tentures de velours pourpre, sous luminosité voilée par des rideaux de brocart. Une autre à l'abbé de la Chambre, janséniste tel Étienne, éprouvé lors de controverses théologales où les algarismes servent de glaive. Mais déjà, des évanouissements, celle cédée au duc de Rohanès en 1651, durant une réception aux Tuileries, accord de luth et haleine de rose flétrie, se volatilise post-déplacement en carrosse vers la Picardie. Subtilisé par des laquais, soupçonne Blaise dans une épître à Gilberte, où l'encre dégouline sous l'averse d'octobre. L'haleine de limon des voies royales obsède ses nuits. Il élabore un modèle nomade, cassette capitonnée de cuir pour les inspecteurs douaniers. Mais les radix mixtes résistent. 20 pour les livres, 12 pour les deniers. Un dédale que les couronnes abhorrent. Envisionnez-vous Blaise foulant les berges de la Seine au couchant, la laine de bitume des navires exhalant des rives, tandis que les cloches de Saint-Germain-des-Prés sonnent les vêpres. Il étreint un ébauche dans ses gants de chevreau, sa masse tel arcane trop pesant. Paris, berceau des lumières incipientes, exacerbe son supplice.
Mersenne le convie à des cénacles où Gassendi discute du néant et Roberval brocard de la mécanique. Vos couronnes numèrent l'or, non l'essence. Blaise Piquet contre, en 1652, une exhibition publique à l'Académie. Sous verrière, laissant suinter un soleil hivernal livide. Somme des myriades en instant. Ovation, mais murmure, trop onéreux pour le vulgaire. 20 unités aliénées au total. À des aristocrates, la reine Christine en acquiert une en 1650, expédiée à Stockholm en caisse matelassée, traversant mer tumultueuse où les lames menacent les trains. Toutefois, les dissipations s'amoncellent. Un modèle à 8 couronnes, voué au contrôleur général des deniers, s'égare en poste vers Orléans en 1653, dérobé par des brigands ou égaré dans une hostellerie enfumée. Blaise, obsédé, consigne dans son registre « Mes rejetons mécaniques s'enfuient telle âme réprouvée ». La laine de vélin moisi des dossiers douaniers le hante. Il affine un sautre-port armé, testé sous la lune bossue, éclairant les parterres du palais royal. Son cliquetis, tel un rituel. Mais la fabrication s'arrête en 1654. Ouvrier réfractaire, frais exorbitants, une couronne d'argent équivaut à un mois de gage d'un manouvrier. Étienne, chenifié, susurre « La Providence a d'autres desseins pour toi, mon enfant. » Envisionnez-vous Blaise, isolé dans son étude parisienne à minuit. Le grincement du brasero unique socius, une mèche illuminant une couronne fracturée. Et le doute, l'artefact n'est-il pas providentiel? Quand la dévotion janséniste se mettra à ronger les couronnes d'argent, un renoncement mortel se dessinera-t-il? À Paris, 1654, dans le clair-obscur d'une alcôve aux draperies tendues. Une apparition flamboyante, visite Blaise Pascal. Pourquoi cette nuit de feu condamne-t-elle la Pascaline à l'amnésie perpétuelle? Envisionnez-vous, sous un firmament d'octobre orageux de 1654, l'alcôve de Blaise Pascal au faubourg Saint-Jacques, où la laine de cire vierge des cierges se lie à celle de l'humidité, suintant des pavés détrempés, et où le tonnerre tonne au lointain, tel verdict divin. Blaise, 31 ans, gît fiévreux sur son couche de brocart effiloché, tourmenté par des céphalées fulgurantes et des apparitions numériques. Couronne tourbillonnante, quantités infinies railleuses de l'abîme. La 16 janséniste, semée chez Étienne dès 1646, mûrit ses fruits aigres. Port royal des champs, abbaye spartiate aux parois de granit gris, attire Blaise Téléman. La laine de glèbe, retournée et de grimoire dévots, imprègne les pèlerinages. Les provinciales, plumes anonymes en 1655 contre les jésuites, fustige de la subtilité mondaine, écho aux pignons profanes de la Pascaline. Mon enfant, exhorte l'abbé de Sassy dans le cloître ombragé, où le zéphyr siffle aux ogives gothiques. Délaissez les automates pour la grâce. Les quantités sont vanité face à l'immortel. Blaise, lacéré, perçoit la mécanique tel pacte méphistophélique. En 1653, une ultime ébauche, à 10 couronnes pour les arpents, est cédée au géomètre des Argues, mais se dissout en transit vers Lyon. Suborné, égaré dans une hostellerie enfumée, la laine de vin répandue obsède les rapports. Blaise, épuisé, suspend les expéditions. La nuit de feu, le 23e novembre dès 1654, scelle le sort. Vers minuit, une extase. Croix ignée, feu inscrit dans l'essence, le précipite aux genoux du Créateur. Le vélin talismanique cousu à son juste au corps jusqu'à l'agonie porte renonciation totale et suave, soumission absolue. La laine de suie des mèches soufflées par le courant charge l'alcôve. Blaise, éveillé en transe, jette ses esquisses numériques aux flammes. Brasier consumant le vélin,
crépitant telle contrition. « Adieu, couronne d'argent », balbutie-t-il, forme courbée près du foyer agonisant. Dorénavant, la Pascaline n'est qu'un vestige. Les 9 persistantes, Chancelier, Christina, Périer, dominent des études, mais les autres se dissipent. Une unité royale, égarée lors d'un déménagement des deniers en 1656, provoque un esclandre muselé. Envisionnez-vous Blaise, post-extase, foulant les galeries de Port-Royal au déclin solaire. L'haleine de fourrage frais exhalant des pâturages, tandis que les cloches angélus sonnent un appel à la clémence. Il oraisonne, mais les pignons ornent ses pensées. L'humain n'est qu'un roseau pensant, mais numérateur fugace. Gilberte, sa sœur, consigne son déchirement. En 1657, une épître évoque « les mécaniques perdues, telles mes chimères terrestres ». Les imitations foisonnent, couronnes, mal ciselées par des horlogers lyonnais, mais Blaise, anachorète, ignore les doléances. Un modèle à 5 couronnes, le plus compact, cédé au chevalier Durand en 1658, survit à Clermont-Ferrand, mais une autre, vouée à l'évêque de Noyon, s'abîme en scène lors d'un naufrage de chaland en 1659. Au trouble, engloutissant les trains, tel baptême ironique. La vigueur s'effrite, coliques intestinales, migraines, apparition de quantités immensément vastes, augurant le pari pascalien. En 1660, traité du triangle arithmétique. Couronne son legs numérique, mais la mécanique est reléguée. Elle numérait l'or, Dieu, l'essence. L'haleine de passion amère, Laudanum et Lancette, charge son étude. Étienne expire en 1661, emportant les arcanes douaniers. Blaise, solitaire, balbutie. « Père, tes deniers ont procréé un spectre égaré. Envisionnez-vous, Blaise à l'aurore, clarté suintant aux persiennes scellées, une couronne isolée dans sa paume ridée. » Et l'interrogation, la mécanique n'est-elle pas céleste? Mais quand la Révolution française frappera les Dauxerres, les Pascalines résistantes seront-elles les ultimes édificates d'un prodige effacé? En 1789, à Paris, sous les clameurs de la populace, les études du Louvre se remplissent de poussière et d'incendies. Pourquoi les Pascalines, vestiges du grand siècle, initiant-elles leur dispersion dans les flammes insurrectionnelles? Envisionnez-vous, lecteur ému, esquivant les artères embrasées de Paris en juillet 1789, où l'haleine de salpêtre et de sang tiède exalte des pavés souillés, et où les cloches de Notre-Dame martèlent un tocsin mortel, reflet des crânes roulant sous la lame naissante. Les dossiers impériaux, saccagés par la multitude, pétillent sous les torches, vélins noircis, sceaux liquéfiés, et au sein, les études des érudits, dont celle de Séguier, héritière des Pascalines. La Révolution consume l'héritage. En 1790, l'édit des biens nationaux disperse les trésors. La Pascaline du chancelier, 8 couronnes pour les livres, est confisquée au Louvre, son écrin d'argent fondu pour la monnaie. L'haleine de métal en ébullition obsède les forges. Un insurgé, huissier zélé note, relique d'un despote douanier. Mais le désordre engendre les évanouissements. Un exemplaire à 6 couronnes, gardé à l'Académie des sciences depuis 1711, dont de Louis Périer, neveu de Blaise, échappe de peu au brasier du sac, exfiltré par un concierge loyal vers Clermont-Ferrand. Périple hasardeux en poste. Couronne, brinque-ballant sur voies limoneuses, sous averses torrentielles, voilant les sanglots. À Dresde, la mécanique de la reine de Pologne, 10 couronnes, radix hybride, résiste aux légions napoléoniennes en 1806, occultée dans un prieuré saxon, son cliquetis étouffé par des prie-dieux empilés. Envisionnez-vous un archiviste,
silhouette furtive dans les sous-sols du Muséum d'histoire naturelle en 1795. L'haleine de moisissure des caisses vermoulues l'assaillant, extrayant une pascaline tardive, ciselée au 18e de fragments orphelins, pour la soustraire aux iconoclastes. Ses pignons nobiliaires vocifèrent un hébertiste, mais le gardien, simulant l'ignorance, l'ensevelit sous des herbariums fanés. 9 persistants ainsi, 4 au Conservatoire des Arts et Métiers, acquis en 1799 par Berthollet, sous globe dans une salle aux voûtes gothiques, clarté filtrée par des vitraux refaits illuminant les cadrans. Le modèle de Marguerite Périer, nièce de Blaise, échoue à Clermont, préservé par un ecclésiastique janséniste. Celui de Joseph, le plus menu, voyage en charrette vers Libéride, égaré, puis retrouvé en 1820 dans un couvent madrilène. Mais les autres, consommés, une à vocation savante, cédée à Gassendi, incinéré dans le sinistre de l'hôtel de Cluny en 1794, flamme rugissant tel anathème sur la vanité des automates. Blaise, trépassé depuis un siècle, obsède ses dissipations. Ses pensées, diffusées en 1669, prophétisent. Le mutisme perpétuel de ces espaces immenses m'épouvante, telle l'amnésie de mes couronnes. La laine de reliure crevassée des impressions clandestines charge les bibliothèques ravagées. Un insurgé, Claire, préserve un ébauche pour la section des sciences, mais elle s'évapore en 1796 lors d'un convoi vers la Convention. Attelage renversé dans la Marne, eau trouble avalant les trains, tel un sacrement moqueur. À Rouen, la demeure originelle est profanée en 1792. Esquisse primitive lacérée, haleine de vandalisme, encre effacée, bois pulvérisé. Gilberte, défunte en 1664, avait légué un registre. Mon frère redoutait l'éphémère de ces mécaniques. Envisionnez-vous un collectionneur, en 1810, scrutant les combles du palais Bourbon, poussière valsant dans un faisceau solaire filtré, dénichant un sautre-port oxydé, vestige d'une unité perdue. Mais ce n'est qu'un éclat. Et quand le 19e siècle réveillera le prodige, une révélation frappante. Agite-t-elle les ténèbres des musées? En 2025, à Paris, dans les globis du musée, une pascaline résurge aux ventes. Pourquoi ces couronnes d'argent, après 3 siècles, dévoilent-elles encore? L'énigme d'un prodige décrété à l'amnésie. Envisionnez-vous au sein du Musée des Arts et Métiers en ce novembre 2025, où la laine de cire pour métal et de parchemin ancestral émane des vitrines thermorégulées et où les murmures des curieux claquent telles manettes actionnées. 9 pascalines dominent, la chancelier, 8 couronnes luisant sous l'aide tamisée. La Christina, 6 couronnes savantes, radix décimales immaculées. Les Périers domestiques avec leurs cadrans émaillés. L'héritage de Blaise, trépassé en 1662 d'un ulcère nécrosé, est un spectre. Pensées immortelles, mais automates fugaces. En 1799, le conservatoire s'approprie 4 unités, soustraites aux incendies insurrectionnels. À Dresde, la polonaise résiste aux bombes de 1945, occultée dans un abri saxon. La laine de roc humide des souterrains belliqueux obsède les réfections. En 1988, Mourleva recense les 9, notant la tardive, ciselée au 18e de fragments isolés, couronne patinée par l'abrasion. À Madrid, le modèle ibérique, exfiltré en 1820, repose au National de Historia de la Ciencia, ses manettes capitonnées de cuir crevassées par les lustres. Mais les dissipés invoquent, sur 20, 11 manquent, subornés en poste, fondus pour la tourmente, ou égarés dans des mansardes auvergnates.
En 1942, tricentenaire occulté par l'occupation, une allocution à Londres évoque « Les trains évanouis, telle l'essence de Blaise ». Fraîchement, en septembre, 1025, une pascaline anonyme, 5 couronnes, radix douanière, surgit aux enchères de droit. Déniché dans une mansarde rouennaise, son coffre gravé d'un chiffre monarchique, coté à 200 000 €. La laine de poussière millénaire lors de l'examen, expert conjecture, unité de claircelier. Le cliquetis au test résonne tel écho du 17e. Envisionnez-vous un érudit, incliné sur une vitrine à Clermont, clarté, rasant, illuminant un cadran de Marguerite. Et l'épiphanie, ces mécaniques ne numèrent pas que les quantités, mais l'éphémère du prodige. Une épître occulte fut exhumée après des lustres. Blaise Pascal confessait avoir occulté un ébauche dans les parois de Port-Royal, où il sommeille encore, témoin muet de son combat entre ratio et grâce. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.